Voilà les photos que j'ai retrouvées, surtout de Max et de Christine, quand ils sont ensemble. C'est Christine, Max et moi, là. C'est une jolie fille, hein. C'est une jolie fille. Enfin, c'était. Parce que maintenant, je sais pas. Où est-elle? C'est ça. J'ai regardé sur Facebook. J'ai regardé sur tous les réseaux sociaux. Je ne les trouve nulle part. Le temps s'est arrêté il y a plus de 15 ans. Pour Marie-Josée, son frère Patrice et leur mère Aimée. Christine, l'aînée de la fratrie, a disparu, laissant derrière elle toute une famille dans l'angoisse. On attend, et puis c'est tout. Vous y pensez beaucoup? Ah ouais, y penser, on y pense. Ouais. Mais j'aimerais la revoir avant de mourir. Rien ne laissait présager que Christine pourrait partir sans explication. Pourtant, le 7 juillet 2008, elle est aperçue en train de charger des valises dans une voiture avec son compagnon Max. Sa belle-sœur est la dernière à les avoir vus. J'ai vu Christine, je lui ai dit « Est-ce que c'est normal de partir comme ça sans dire au revoir à ton frère ?» Et elle m'a dit « Je lui téléphonerai ce soir. » Mais ça fait 15 ans qu'on attend. On n'a pas changé de numéro de téléphone, Aimée non plus, on n'a rien. Juste des souvenirs. Pourquoi Christine s'est-elle volatilisée? Était-elle sous l'emprise de son conjoint? Et si elle est toujours en vie, pourquoi ne donne-t-elle aucune nouvelle? Ces questions sans réponse hantent toutes les familles confrontées à la disparition d'un proche. Chaque année en France, 70 000 personnes s'évaporent dans la nature. Si la plupart sont retrouvées, environ 10 000 cas restent non élucidés, soit plus de 30 par jour. Marie-Josée cherche désespérément sa sœur Christine. Cette coiffeuse menait une vie sans histoire avant de tomber sous la coupe d'un homme, lui aussi introuvable. Il me fait peur, cet homme. Il l'a écartée de sa famille alors qu'elle était liée avec son frère, elle était liée avec moi. Marie-Josée va tout tenter pour la retrouver. Christine, elle a disparu depuis 15 ans. Je me demande si vous l'auriez vue ces derniers temps. À Fréjus, la vie de Lorraine est en suspens depuis que sa mère, Nathalie, s'est volatilisée. Sa seule piste, une prétendue guide spirituelle que la femme aurait rencontrée avant de disparaître. Pour savoir ce qui lui est arrivé, elle a fait appel à un détective spécialiste des sectes. Si vous, à l'heure actuelle, on est en train de lui faire du mal et des fois on culpabilise de tout, ne serait-ce que d'aller manger au restaurant, d'aller à la plage. Parce qu'on se dit, mais elle est où en fait? Certains perdent des proches dès leur plus jeune âge. Et un beau jour, ils décident de partir à leur recherche. Emmanuel veut renouer avec le frère dont il a été séparé il y a un demi-siècle. Né en Corée du Sud, il a grandi à ses côtés avant d'être adopté en France. Je pense que c'est important qu'il retrouve son frère pour qu'il prenne conscience qu'il appartient à une famille aussi là-bas. Son enquête va le mener, lui et ses filles, à plus de 9000 km de la France. Enfin, à Brest, c'est là où ma mère biologique m'a abandonnée. Annie, elle, est née sous X dans les années 60. Aujourd'hui, elle veut retrouver toute sa famille et compte sur l'aide d'un généalogiste pour reconstituer le puzzle de son histoire. Quand je me regarde dans la glace, je sais pas à qui je ressemble. Pendant 2 ans, Oh là 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 là. nous avons suivi ces femmes et ces hommes dans la quête la plus difficile de leur vie pour retrouver un être cher. À Fréjus, les journées de Lorraine sont bien chargées. Dès qu'elle a du temps libre, cette institutrice qui vient de donner naissance à une petite fille s'active pour rechercher sa mère, Nathalie, disparue depuis 18 mois. Bonjour.
Bonjour Lorraine. L'enquête de police est au point mort. Avec l'aide de ses amis, Lorraine a décidé de la relancer. Elle a fait imprimer des autocollants. On va un peu inonder Fréjus. Ouais, c'est super, Voilà. ça rend trop bien. Je pensais pas que j'allais devoir distribuer des affiches comme ça de ma maman, mais je sais que c'est nécessaire et qu'il faut le faire. Et que si on reste chez nous et qu'on fait rien, c'est pas comme ça que ça va avancer non plus. Donc, de toute façon, tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Lorraine compte sur cette opération Les filles, pour recueillir de nouveaux témoignages. merci d'être venues. Je vous en passe un? Je te passe un, je regarde un? Oui, ouais, c'est bon, on fait comme ça. On fait comme ça. Allez, c'est parti. On y va? Bonjour. Je cherche ma maman depuis le 4 octobre. Ça fait plus d'un an qu'on la cherche. Elle a disparu en laissant tout derrière elle. Donc on se dit que peut-être que là, avec la diffusion un peu plus massive, ça pourra peut-être impacter plus de gens. Le but, c'est si vous pouvez les mettre sur vos petits plastiques pour que les gens voient. Et s'ils la reconnaissent, il y a mon contact directement et celui de la police. Pendant 3 heures, Bonjour. le groupe enchaîne un maximum de boutiques. Si vous pouvez me montrer, comme ça on va essayer de voir avec une étiquette à quoi ça pourrait ressembler. Plus de 10 000 exemplaires distribués ce jour-là. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de participer. Je peux faire un exemple, par exemple, dans cette idée-là. Voilà. C'est touchant de voir que les gens participent et du coup, moi, voilà, c'est mon petit moment de craquage du coup, de voir ça. Que les gens sont vraiment solitaires et j'espère vraiment que les gens prendront le temps d'analyser la photo et les détails. Les autocollants permettront-ils de comprendre pourquoi la mère de Lorraine s'est volatilisée du jour au lendemain? Pour l'heure, le mystère reste entier. Le 4 octobre 2021, Nathalie, employée de bureau, quitte le travail autour de 15 heures. Une fois chez elle, elle envoie un message à sa fille pour prendre des nouvelles. La suite de l'histoire est une énigme. Seule ou accompagnée, Nathalie s'est effacée dans la nuit. Un an et demi plus tard, Lorraine et ses 2 jeunes frères se repassent en boucle le jour où un collègue de leur mère les prévient qu'elle n'est pas venue au travail. Ils se rendent immédiatement chez elle, retrouvent sa voiture, ses affaires, ses papiers, même son téléphone et quelques lignes sur une feuille. Donc c'est ici que j'ai trouvé la lettre, avec mon frère et ma soeur. Dans cette lettre, actuellement entre les mains de la justice, Nathalie ne dit pas qu'elle part, ni qu'elle veut mettre fin à ses jours. Mais elle demande à ses enfants de lui pardonner ses erreurs. C'est sûr que l'expertise dit que c'est bien elle qui l'a écrite, mais pour moi, c'est des mots qui sont quand même difficiles. Enfin, j'arrive pas à imaginer que ce soit elle qui les ait vraiment pensés et écrits. Elle se dénigre, en fait. Elle dit que ça a été une mauvaise mère, une mauvaise femme. Elle s'excuse pour son égoïsme, alors que maman, ça a toujours été quelqu'un d'altruiste, de généreuse. Et si, au moment de son départ, Nathalie était sous emprise? Quelques semaines avant de disparaître, elle disait avoir rencontré un guide de lumière, un gourou, que la police n'a toujours pas identifié. On n'a rien retrouvé, pas de corps, et c'est pas. Pourtant, on a fait des recherches, et on continue d'en faire. Et moi, je pense aussi un peu qu'elle a dû être manipulée ou qu'on a profité d'une faiblesse, peut-être pour l'emmener quelque part, dans un lieu ou dans une secte, quelque part où on ne serait pas au courant, où elle serait peut-être retenue, ou que maintenant elle pourrait plus sortir, mais franchement, ouais, on imagine tout et rien au final. L'enquête de police se poursuit. Mais après plus d'1 an d'angoisse sans résultat, la fratrie commence à s'impatienter. Elle a décidé de faire appel à un détective privé, grâce à qui tout va s'accélérer. Car dans ce type d'enquête, plus le temps passe, plus les chances de retrouver un proche disparu s'amenuisent. À Quimperlé, Est-ce que tu peux me donner mon sac, s'il te plaît? C'est le dossier de papa. avec l'aide de ses 2 filles, Emmanuel recherche un frère qu'il a perdu de vue il y a un demi-siècle. Le point de départ de son enquête, c'est sa propre histoire.
c'était beau. Ah oui. Ça 8-9, mon numéro. Le matricule de l'orphelinat. Résumé et recommandations. Cet enfant de 7 ans et 2 mois, Youngdae, est un petit garçon coréen, très éveillé et d'aspect agréable. Il n'a pas de problème, donc il est adoptable. Ok. Et il y a que toi, il n'y a pas... Non, il n'y a que moi. Pas de frère, ni de parents. Emmanuel est né en Corée du Sud en 1964. À l'âge de 7 ans, il est adopté par un couple de Bretons. Il ne se rappelle ni de ses parents biologiques, ni de la raison pour laquelle il a été placé à l'orphelinat. Mais il se souvient d'un grand frère. C'est un peu dans le flou. Moi, j'oublierais plus grand parce que je crois que ça doit être le frère aîné. Donc, il avait la responsabilité sur nous. Après, je n'arrive pas à avoir des détails. C'est très flou. C'est vrai que je souhaite retrouver mon frère pour connaître un peu mon passé, le peu de temps passé avec la famille, avec mes parents, et surtout le pourquoi je me suis retrouvé à l'orphelinat. Donc voilà, donc à partir de là, si je le retrouve, j'aurai des éclaircissements du trou de début de ma vie, ce qui est vachement important. La famille n'a aucune information sur ce frère, disparu il y a 50 ans. Seul indice, un vague souvenir qu'Emmanuel a raconté à ses filles. Il y avait une ligne de chemin de fer. Et quand il était petit, il s'amusait avec son grand frère à jeter des cailloux sur la voie de chemin de fer pour faire dérailler le train. Mon frère, je pense qu'il devait m'engueuler parce que je balançais un caillou sur un train. Mais c'est pas, je pense que lui, il n'avait pas peur que le train déraille, mais c'est surtout mes petites bêtises. Si un jour je retrouve mon frère, je lui poserai cette question. Longtemps, Emmanuel a cru qu'il ne pourrait jamais retrouver ce frère, probablement toujours en Corée du Sud. Ce sont ses filles, Éléonore et Justine, qui ont pris l'initiative des recherches. Moi, ça m'apporterait forcément des réponses à des questions, en fait, de savoir à qui on ressemble, parce qu'en fait, on est donc 7 frères et sœurs, mais on est tous différents. On a Marie qui est très très foncée comme ma toute petite sœur, et nous, on est plutôt pâles. Et est-ce qu'on ressemble plus à notre grand-mère, notre grand-père? Je pense que la première piste qu'on peut avoir, c'est la Holt Adoption, l'orphelinat. C'est vrai qu'on voit parce que, ouais, elle est partout, en fait. Ouais. Ça donne la sensation qu'on cherche une aiguille dans une botte de foin. C'est un petit peu effrayant. Je pense que j'y tiens beaucoup à retrouver ces racines-là. Me dire que je vais effectuer des recherches, mais que potentiellement il n'y a rien, c'est... Je sais pas comment je vais me sentir s'il n'y a rien au bout du chemin, quoi. Leur quête s'annonce compliquée, mais ils vont bientôt obtenir de l'aide d'un précieux contact à 9000 km de la Bretagne. Les départs inexpliqués sont parfois le fruit d'une mauvaise rencontre. C'est ce que pensent Marie-Josée et Patrice. Ils sont convaincus que leur sœur Christine est partie à cause de son compagnon. Chantal, ça y est, enfin. Vous êtes déjà là? Salut. Ils sont venus rencontrer une proche du couple disparu. Vous voulez boire quelque chose? Oui, on va se boire un petit verre et tout. Enfin, je te revois, parce que c'était quand même la meilleure amie de Christine. Ah ouais, c'est sûr. Et je me dis que tu étais sa confidente et qu'elle devait peut-être te dire des choses que nous, on ne connaissait pas. Ça fait bien 20 ans que je ne l'ai pas revue. Ça fait 20 ans. Et que j'ai jamais pu la joindre parce que les dernières fois que je l'appelais sur son portable, ça répondait pas. Et après, on m'a dit que le numéro n'existait pas. Chantal a connu Christine quand elle était coiffeuse. À l'époque, elle gagnait très bien sa vie. Mais tout bascule lorsqu'elle rencontre un Suisse qui prétend être millionnaire. Pendant 8 ans, il l'entraîne dans une lente descente aux enfers. C'est un manipulateur narcissique, mythomane, tout menteur et même pas beau. C'était pas quelqu'un
Tu sais, des fois, tu te laisses peut-être manipuler par un côté physique, parce que Christine était très jolie. Elle avait des yeux bleus magnifiques. Enfin, et ben, tu vois, il la rabaissait tout le temps. Il vous a donc séparés, vous en premier, les amis, et surtout toi, parce que d'abord, moi, il ne m'aimait pas, parce que je l'avais cerné et que je me suis permise quelquefois de dire des trucs style fais attention Christine, tu devrais pas accepter, mais bon, ta sœur, elle était sous son emprise. Hein. Oui. Une des choses que je lui avais dites, surtout vends pas ta voiture, il a fait ça pour qu'elle n'ait plus de moyens de locomotion propre. Elle habitait à Annecy, elle travaillait à Genève, donc il l'a emmenée à Genève. Il l'a ramenée de Genève. Max elle a commencé à l'isoler son travail aussi. Au début, elle travaillait plus que 4 jours dans la semaine. Après, à un moment donné, elle ne travaille plus du tout. Sans ressources, Christine perd son logement et doit retourner vivre chez sa mère, avant de disparaître quelques mois plus tard. À Saint-Félix, en Haute-Savoie, Marie-Josée a décidé de relancer les recherches pour retrouver sa sœur Christine, disparue. Une enquête qui ravive des souvenirs douloureux pour elle et sa belle-sœur Carole. Et voilà la chambre de Christine. Dire qu'il y a 15 ans qu'elle était là. Et depuis, voilà. Le vide, le néant complet. Ouais. Une pièce sans vie. Oh, le manteau. Tu l'as? Oui, je savais qu'elle avait laissé le manteau. Son manteau. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Putain. Là, il y a des flashs avec elle. Quand elle arrivait, ses talons, son manteau, toujours belle. Toujours la classe, toujours très très belle. Il y a 15 ans, après avoir tout perdu, Christine était venue s'installer chez sa mère. Son compagnon Max l'avait rapidement rejointe. Cet homme, qui se vantait d'être riche, était en fait sans emploi et sans domicile. Marie-Josée et ses proches tentent alors de séparer le couple, en vain. Il y a eu un moment où on s'est dit... Basta, quoi, va, t'es pas contente, tant pis, pars. Et c'est au bout de quelques années où on s'est dit, là, non, c'est quand même pas normal. 2 ans après la disparition, la famille se décide enfin à alerter les autorités. La gendarmerie nous ont fait rentrer dans une pièce. On a eu un gendarme en face de nous. On a expliqué. Et le gendarme a dit, je ne peux rien faire. On ne fait plus de recherche dans l'intérêt des familles. Votre sœur, votre fille est majeure. Elle a le droit de disparaître. On a essayé par le biais de la Sécu. La Sécu, c'est le secret professionnel. La Sécu n'a rien voulu savoir. Et après, on a espéré. On espère toujours. Sans savoir où chercher, la famille finit par baisser les bras. Mais un contact sur lequel Marie-Josée vient de mettre la main va peut-être lui apporter des réponses. Voilà. Et voilà. Allez, hop, on y va. Si certaines personnes cherchent un proche parti subitement, d'autres enquêtent pour retrouver toute une famille disparue depuis toujours. Écoute, alors si j'ai bonne mémoire, tu vois, le bateau, il était là-bas au ponton, là. Tu te rappelles? C'était au J. Et c'est des souvenirs, ça. Annie connaît la ville de Brest par cœur. Elle y a grandi et y a donné naissance à ses 4 enfants, dont l'aîné Guillaume. Pourtant, à quelques pas du port de Plaisance, il existe un lieu qui pour elle reste un mystère. Ah, c'est là la bâtisse. C'est là où je suis née. Ouais. C'est là où ton histoire a commencé du coup, quoi. Tu vois? La première pièce du puzzle. Ouais. C'est là où ma mère biologique m'a abandonnée. J'espère que ça a été douloureux pour elle de m'abandonner. Je ne connais pas mon histoire, je ne sais pas dans quelles conditions elle a accouché, je ne connais pas les raisons pour lesquelles elle m'a abandonnée. J'aimerais bien aussi retrouver mon père biologique. Ce centre psychiatrique pour enfants était autrefois une maison maternelle destinée aux femmes enceintes en difficulté. En 1961, la mère biologique d'Annie y accouche dans le plus grand secret, avant de quitter les lieux, sans se retourner.
la bonne photo, ça? Oui. Ok. Bonne photo. Souvenir. C'est des vieux souvenirs, tout ça. Et voilà. Et Et voilà. me voilà. Annie, née sous X, a été adoptée à l'âge de 2 mois par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. J'ai été tellement heureuse pendant mon enfance qu'il y avait que mes parents adoptifs qui comptaient pour moi. Maintenant, c'est vrai qu'en grandissant, on se pose des questions. En grandissant, on sait que voilà, qu'on a été adopté, qu'on a eu voilà, des parents biologiques. Et donc, en grandissant, ça germe dans notre esprit de vouloir retrouver cette famille biologique. À 25 ans, Annie décide de franchir le pas et fait une demande auprès de l'aide sociale à l'enfance pour obtenir son dossier d'abandon. Il ne contient rien sur son père biologique, mais lui donne quelques informations sur sa mère. L'intéressée, âgée de 22 ans, orpheline de père et de mère. Elle était issue d'une famille de 6 enfants et vit avec 2 sœurs plus jeunes. Elle exerce la profession de coiffeuse, mais se trouve depuis plusieurs mois au chômage. L'intéressée est déjà mère d'un enfant de 2 ans, placé en nourrice. Tu vois, donc je découvre que j'ai un frère ou une sœur. Elle déclare ne pouvoir élever un second enfant dont la naissance est ignorée de son entourage. La première chose qui a été la plus importante pour moi, c'est de voir que j'avais un frère ou une sœur. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais être le premier bébé, on va dire, qu'on a abandonné. Pendant plus de 30 ans, Annie rencontre d'anciennes employées de la maternité, embauche un détective et lance des appels à témoins sans succès. Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'une dernière carte à jouer. Un généalogiste qu'elle va bientôt rencontrer et qui va vite devenir indispensable. Sans nouvelles de sa mère depuis près de 3 ans, Lorraine continue de placarder son visage dans toute la région. Par moments, c'est un peu décourageant de se dire qu'on les colle et qu'on n'a rien du tout, qu'on appelle la police et qu'on leur demande s'ils ont eu des appels à témoins, enfin si ça a marché et que derrière, au final, on n'a pas de réponse positive. Je sais qu'ils sont dessus, qu'ils font pas mal de choses, mais en même temps, c'est pas que ça n'avance pas, mais ça ne permet pas encore de fermer les pistes qu'on a depuis le début. Lorraine veut mettre toutes les chances de son côté pour faire avancer l'enquête. J'ai un petit peu sorti les affiches, tout ça. Elle a donc déboursé près de 4 000 € pour que ce détective explore la piste de la secte. Là, vous me confirmez qu'il y a déjà une enquête de police qui est en cours? Oui. Pour une disparition inquiétante, a priori? C'est ça. Donc ils ont déjà, j'imagine, fait des battues, etc. dans le secteur pour évacuer au moins la piste du suicide, peut-être? Oui. Ok. Parce que moi, je viens pas pour passer derrière les policiers ou pour les remplacer. Bien sûr. Mais bon, bien venir en complémentarité sur des thématiques parfois qu'ils maîtrisent moins, que sont justement les dérives sectaires. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent penser qu'elle aurait pu être endoctrinée. Il y a eu une espèce de fracture, parce qu'en fait, avec le Covid, donc le confinement, elle a quand même changé, puis elle s'est engagée en fait dans les mouvements anti-pass. Le vaccin, c'était vraiment devenu une obsession. La crise sanitaire a fortement amplifié le phénomène des dérives sectaires. D'après un rapport du gouvernement, en un an seulement, les signalements ont bondi de 33%. Voilà, passe sanitaire, donc ça date du 1er octobre 2021, donc quelques jours avant sa disparition. Il y a vraiment beaucoup de contenu comme ceci. Publié plusieurs fois par jour? Oui. C'est vrai que toutes ces publications qu'elle relaie, ça lui brouillait le cerveau, j'avais l'impression, et elle s'en sortait jamais, quoi. 1 mois avant sa disparition, on était allés manger au restaurant, puis d'un coup, dans la discussion, elle me dit « Oui, tu sais, pendant les manifestations, j'ai rencontré mon guide de lumière, et cette personne m'a dit que j'étais sur cette terre, j'étais là pour aider les autres. » 1 mois après, elle disparaît, donc je me dis « Bon, je pense que si on trouvait cette personne, peut-être qu'on arriverait à décortiquer un peu plus l'affaire. » Elle vous a pas cité de nom au-delà de guide de lumière de mission, de nom d'une thématique énergétique ou je sais pas? Pas du tout. Ok. Aujourd'hui, en France, on sait qu'il y a un certain nombre de réseaux qui ont vocation à vivre de manière autonome, autarcique, et qui ne s'interrogent pas sur les gens qui rentrent. Donc ils peuvent rentrer avec un faux nom,
pas de papier, rien du tout sur eux. C'est pour ça que c'est pas non plus totalement délirant de s'imaginer que quelqu'un puisse disparaître sans rien, parce que derrière, si on a les bonnes ressources, les bons relais, on peut continuer à vivre en se séparant de tout. Ça me donnait un peu plus espoir de me dire qu'elle est peut-être quelque part et qu'elle a vraiment disparu, mais qu'on peut la retrouver. Eh ben merci, bon retour. Merci à vous. On se tient au courant. Merci en tout cas. Au revoir. Au revoir. Une prise de contact avec la bonne personne peut parfois relancer une enquête. C'est en tout cas ce qu'espère Éléonore, qui recherche la trace de son oncle en Corée du Sud. Elle a découvert l'existence d'une organisation gouvernementale à Séoul qui aide des adoptés à retrouver leurs origines gratuitement. La jeune femme a rendez-vous en visio avec le responsable francophone. Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis Éléonore, donc on a déjà échangé par mail. Mon père a été adopté en Corée du Sud dans les années 70. On émet l'hypothèse qu'il y a encore un frère en Corée du Sud. Donc aujourd'hui, on demandait à pouvoir échanger avec vous pour savoir si vous pourriez nous aider pour éventuellement des pistes. Il faudrait que tu me donnes en fait le nom de ton père, la date de naissance. Enfin, mon père est né le 20 août 1964. Son nom coréen, c'est Kun Yoon-dae, et dans son dossier, il y a la Holt qui revient souvent. Philippe a accès au dossier des adoptés répertoriés par l'État sud-coréen, dont ceux de la Holt, une organisation américaine créée en 1955 pour faciliter les adoptions d'enfants à l'international et par laquelle est passé Emmanuel. Mais la tâche ne va pas être facile pour autant. En fait, dans la loi coréenne, nous ne pouvons chercher que le père et la mère. Voilà. Ok, d'accord. Dans la base. Donc, mais si une personne de la famille autre que le père et la mère a contacté la Holt ou nos services, eh ben, en ouvrant le dossier, on peut voir, ah, bah tiens, telle année, il y a un membre de la famille qui a essayé de contacter pour avoir des nouvelles de l'enfant. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu une aiguille dans une botte de foin, quoi. Bah, ça dépend en fait du contenu du dossier. S'il y a rien, c'est ça. C'est vraiment l'aiguille dans une grosse boîte de foin. Parce qu'en Corée, on n'a pas de page blanche. On n'a pas de... C'est-à-dire, on peut pas trouver quelqu'un, par exemple, avec un nom, on ouvre l'annuaire et on cherche quelqu'un. Ah oui. En plus, les Coréens, comme tu peux voir, les noms, c'est en 3 syllabes. Donc, c'est très facile de trouver des gens qui portent le même nom. Donc, c'est... Chercher quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile qu'en France. Voilà. J'espère que je vais trouver quelque chose. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Eh bien, si ça ne fonctionne pas, j'avoue qu'on n'y pense pas du tout. Comme papa est vachement optimiste, on a hérité de ça, je pense. On s'accroche et puis on garde l'espoir que ça arrive. Cette recherche va mener à une découverte bouleversante. Marie-Josée, elle aussi, avance dans son enquête pour retrouver sa sœur Christine et l'homme avec lequel elle a disparu il y a 15 ans. Grâce à une ancienne amie, elle a récupéré le prénom et le nom d'une personne qui a bien connu le couple et dont le numéro est dans les pages blanches. Oui, bonjour madame. Je suis à la recherche de monsieur Maximilien Cid et je crois savoir que vous êtes sa cousine. En fait, ma sœur était sa compagne. Et Christine ? Oui, Christine, tout à fait. Oui, j'ai connu Christine. Vous avez connu Oui, Christine parce qu'en fait, Christine, elle a disparu depuis 15 ans. Je me demande si vous l'auriez vue ces derniers temps. Alors, écoutez, on n'a jamais eu des contacts réguliers. D'accord. Et mon cousin, ça fait au moins 20 ans que j'ai même plus eu de nouvelles. Oui, comme... oui. Mais en tout cas, je peux vous dire que ni mes frères et sœurs, ni mes cousins n'en savent plus que moi. Oui, bon, bah écoutez, j'ai essayé. On ne sait vraiment pas où il a disparu. Et puis nous non plus. Alors que Marie-Josée pense être dans une impasse, la cousine la met sur une piste inespérée. Une maison familiale dont Max pourrait être l'héritier. Vous savez pas où c'était en Savoie? Vous vous rappelez pas du village? À Creuse. Voilà. Ah, Creuse. D'accord. Et puis bon, forcément, il y avait que Max qui pouvait reprendre cette maison, mais j'en sais rien du tout. Hein. Oui, oui, non, pour moi, éventuellement, ça peut être une information quand même. Hein. Et merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Merci, au revoir. En 15 ans, la première piste que Marie-Josée tient
est une maison à seulement 30 minutes de chez elle. J'espère, oui, un miracle, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on attend. J'ai eu tellement de désespoir. Je me dis un jour elle va appeler. J'arrive plus maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, au bout de 15 ans, à me projeter dans cette rencontre. C'est évident que je serai heureuse, mais je ne sais pas du tout comment je vais réagir en fait. Alors, où pourrait être cette maison? Voilà, ça peut être un peu n'importe où. Hein. De toute façon, une maison de famille, ça doit être une maison assez ancienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Personne dans ces coins. Bon, j'espère qu'il y aura un nom sur la boîte aux lettres. Alors, qu'est-ce qui est noté? Non, il n'y a pas de nom. C'est abandonné. Ah, bonjour monsieur. Et je suis à la recherche de ma sœur. Et elle est partie avec son compagnon il y a 15 ans. Et il y avait une maison de famille de la maman de son compagnon qui s'appelait Bru, qui aurait habité là. C'est-à-dire, moi, je ne me rappelle pas des noms, alors... Oui. Mais il venait de Suisse, hein. Oui, je sais bien que c'était des Suisses. Pardon, bonjour. Bonjour. Voilà, j'embête tout le monde dans le hameau. J'ai ma sœur, je suis à la recherche de ma sœur qui a disparu depuis 15 ans. D'accord. Et son compagnon, elle a disparu avec son compagnon de l'époque. Et on a su qu'il avait une maison de famille du côté de sa maman qui s'appelait Bru. Alors c'est le fils à monsieur et madame Sim. Oui, tout à fait, Maximilien Sive. C'est ça? C'est ça? Oui. Alors eux, ils habitaient la maison là. Ils ont habité là? Oui. Enfin, les parents. Après, il y a la nièce à madame Sim, je crois. Ah, c'est la nièce qui a eu, et après elle a revendu encore derrière. Aux gens qui sont là. Aux gens qui sont ici. Bonne soirée, hein, merci pour les orientations déjà. Okay, merci beaucoup. C'était la seule piste de Marie-Josée. Et elle vient de se refermer. Je suis déçue. Déçue. Maintenant, je suis déçue, voilà. Je me disais que je ne me mettais pas d'espoir, et puis finalement, on retourne à nouveau dans le flot, une fois de plus. J'ai envie de continuer, mais je sais pas où taper. Je sais pas. La recherche d'un proche volatilisé est un long parcours semé d'embûches. En dernier recours, certains se tournent vers un professionnel. Annie a fait 3 heures de route jusqu'à Rennes pour rencontrer Fabrice Brault, un généalogiste réputé. Ses services lui coûtent près de 5 000 €. Je vous présente Bernard, mon mari. Bernard. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Elle espère qu'il pourra l'aider à enfin connaître sa famille. Vous avez fait un bon trajet? Oui, très bien. Très bien. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce pas aujourd'hui? Dites-moi. Des recherches qui n'aboutissaient pas, des fausses pistes, du découragement. Est-ce que déjà vous avez commandé votre dossier de naissance à l'aide sociale à l'enfance? Oui, je suis allée le consulter. D'accord. Ça remonte à combien de temps? Alors, la toute première fois en 1989. D'accord. Pendant 1 heure, Annie lui livre tous les détails de son histoire. Les maigres éléments qu'elle a sur sa mère biologique. 22 ans? Oui. Coiffeuse? Oui. Très bien. Et ceux sur la sœur ou le frère qu'elle veut aussi rencontrer. Avec si peu d'éléments, ça va être très compliqué d'aboutir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tests ADN généalogiques? J'en ai entendu parler, oui. Mais je n'ai jamais osé franchir le cap. Alors ces tests ADN généalogiques existent depuis une dizaine d'années et ont été une révolution pour tous les nés sous X. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de comparer votre ADN avec 50 millions de personnes dans le monde et d'obtenir enfin une liste de personnes qui peuvent avoir un lien de parenté et un lien génétique avec vous. On avait 30% de réussite dans nos recherches il y a une quinzaine d'années, alors que depuis que nous travaillons à partir de l'ADN, nous avons plus de 90% de réussite. D'accord, donc il y a de l'espoir alors. Voilà, exactement.
Est-ce que vous seriez prête à faire ces petits tests pour, oui, tout à fait. Ah oui. La France est l'un des seuls pays d'Europe à ne pas autoriser l'accès aux tests ADN, par peur d'un mauvais usage des données récoltées par les laboratoires. Au revoir, merci de votre accueil. Annie a passé commande sur Internet auprès d'une entreprise allemande. 3 semaines plus tard, son kit de prélèvement est arrivé. C'est tout simple. Oui. Oh, j'espère que j'aurai des réponses avec ça quand même. Faut espérer, hein. En faisant ce test, je pense que je vais soulever un lourd secret de famille. Donc évidemment, je m'attends à ce que ma mère biologique ou mon père biologique, s'ils sont vivants, ne veuillent pas me rencontrer. Je serais très déçue, mais je respecterai leur choix. S'ils ne voulaient pas me voir, j'arrêterai à ce moment-là. D'ici 1 mois, les résultats du test ADN seront disponibles. Le généalogiste pourra alors démarrer son enquête. Oui, vas-y. Colle vite. Je vais la poster tout de suite. Voilà. Allez. Super. Bonne chance. Enquête sur la disparition de Nathalie du 4 au 5 octobre 2021. L'objectif... Benoît Jude, le détective, a pour mission de comprendre pourquoi une mère de famille sans histoire s'est volatilisée il y a près de 3 ans. Je sais déjà qu'elle était très impliquée dans les mouvances anti-pass et anti-vax pendant la période Covid. Il vient de récupérer le rapport de l'expertise du téléphone de Nathalie. Il espère dénicher des indices qui auraient échappé à la police dans ce dossier. Alors là, il y a un passage qui est extrêmement intéressant où il est écrit que nous constatons que l'utilisatrice du terminal est à l'origine de la création du groupe Compétences Solidaires. Un groupe de discussion sur les réseaux sociaux que Nathalie aurait créé pour mettre en place un projet d'autarcie. Elle recherchait des médecins, des agriculteurs, des bricoleurs pour pouvoir vivre coupés du monde. Le projet de compétences solidaires, etc., ça n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que déjà, seule Nathalie a disparu, les autres personnes sont encore présentes. Il y a eu un certain nombre de vérifications qui ont été faites déjà par la police. Je pense qu'à un moment donné, Nathalie s'est confrontée à un mur, c'est-à-dire que ça n'avançait pas. Donc il a fallu qu'elle aille chercher encore ailleurs des gens qui étaient plus impliqués, qui avaient plus d'organisation, plus de réseaux. Et c'est en ça où elle a sans doute basculé encore un petit peu en avant vers des choses plus extrêmes, en fait. Et c'est peut-être à ce moment-là, lors des manifestations anti-vaccins, que Nathalie croise la personne qui va la faire basculer, une guide de lumière. Pour l'identifier, le détective passe au crible les réseaux sociaux de la disparue. Et dans sa liste d'amis... Je note que Nathalie like et commente pas mal de ses publications depuis les dernières semaines avant sa disparition, en fait. Ouais, cette publication-là, elle est intéressante. Elle dit « Éloigne-toi le plus possible des gens en basse vibration ». Je vais vérifier si cette personne peut correspondre au profil de guide de lumière dont j'ai entendu parler. Ok, clairement les thématiques reviennent. On parle d'artisans de lumière, de guerriers de lumière. Il est vraiment pas impossible qu'elle ait pu représenter pour Nathalie sa guide de lumière, en fait. Okay, dans les publications de tout ce qui est thématique de guide, travailleurs de lumière, guerriers de lumière, c'est relié à cette notion de starseed. À chaque fois, je vois cette notion de starseed à côté. Les starseeds désignent les membres d'une mouvance née aux États-Unis dans les années 70. Les starseeds sont vraiment des graines d'étoiles qui proviennent de partout. Pour faire court, des starseeds, c'est des aliens incarnés dans des corps d'humains. La Fédération Galactique contrôle tout ce qui se passe sur Terre. Ces personnes, convaincues d'être des extraterrestres et de devoir guider les humains vers un monde meilleur, sont encore peu connues des autorités. Mais ces croyances gagnent du terrain en France, notamment sur les réseaux sociaux, où des milliers de vidéos sont relayées. C'est une piste qui est impérativement à creuser, puisque c'est le dernier champ de croyance qu'elle a croisé, qu'elle a aimé, qu'elle a commenté. Donc si on ne creuse pas cette piste-là, on rate la fin, en fait, du dossier.
Dans quelques jours, Benoît retrouvera Lorraine et son avocate pour leur parler de cette piste, passée sous les radars de la police. À l'autre bout du monde, dans la ville de Séoul en Corée du Sud, une fratrie séparée par la vie pourrait bien se réunir à nouveau. Philippe, l'enquêteur missionné par Emmanuel et ses filles depuis la Bretagne, a fait une incroyable découverte. Emmanuel, adopté par une famille française, a bien un grand frère coréen. Il est toujours vivant et le cherche lui aussi. La preuve, cette lettre qu'il a envoyée à un orphelinat en 2021. Philippe a retrouvé la trace de cet homme et a voulu le rencontrer. Bonjour. Enchanté, asseyez-vous ici. Dites-moi, quand est-ce que vous avez vu votre petit frère pour la dernière fois? C'était en 1971. Notre père est décédé en novembre 1970 et notre mère un an plus tard, en 1971. C'est à ce moment-là que nous sommes allés vivre chez notre oncle, à Busan. Emmanuel a 4 ans à l'époque. Son grand frère, Gun, 16. Pour aider leur oncle qui a la garde des 2 garçons, l'adolescent prend un travail loin du domicile familial. Un jour, alors qu'il rentre pour le week-end, Gun se rend compte que son petit frère a disparu. Leur oncle a profité de son absence pour abandonner Emmanuel. Quand mon frère a disparu, j'ai cru mourir. J'ai essayé de me suicider, mais je voulais le revoir. Gun a passé toute sa vie à rechercher Emmanuel. Il a voyagé dans le monde entier pour laisser des appels à témoins et a écrit des lettres à tous les orphelinats du pays, dont celle qu'a trouvée Philippe. Je pense que je suis en contact avec votre frère. Je vais vous montrer des photos. Est-ce que vous pouvez me dire si vous reconnaissez votre frère? Regardez, c'est Emmanuel là. Ouais, c'est bien lui. C'est quand il était petit. Je vais vous montrer Emmanuel adulte maintenant. Vous le reconnaissez? Bien sûr, je le reconnais. Ça me fait bizarre de le voir adulte. La dernière fois que je l'ai vu, il était tout petit. Et maintenant, il est vieux, avec des cheveux gris. Je trouve ça très dur. Mais je suis tellement heureux de le retrouver. J'ai l'impression de voler. Philippe va pouvoir annoncer la bonne nouvelle à Emmanuel. 50 ans après son départ en Bretagne, il va bientôt revoir son grand frère. En France, près de Tours, Fabrice, le généalogiste, enquête depuis des semaines pour retrouver la famille biologique d'Annie. Les résultats de son test ADN sont très décevants. Ce que j'aimerais, c'est trouver un lien entre les différents cousins génétiques. Ils n'ont révélé aucune correspondance, à l'exception d'une lointaine cousine, dont le numéro se trouve dans les pages blanches. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Iso. Oui, bonjour. Oui, bonjour Fabrice Brault, je suis généalogiste et je me permettais de vous contacter dans le cadre d'une recherche familiale très importante. Fabrice espère que cette femme reconnaîtra la mère biologique d'Annie, à partir des éléments qu'il a récupérés dans son dossier d'adoption. Est-ce que dans votre famille, vous avez pu entendre parler lors de repas de famille, quand vous étiez plus jeune, etc., d'un abandon ou d'une adoption ou d'un nom? Non, absolument pas. Non, du tout. D'accord. Est-ce que votre maman avait des frères et sœurs? Ils sont 6, oui. Vous pourriez me citer leur prénom? 5 filles et un garçon. Dans le profil des 5 frères et sœurs de votre mère, est-ce que vous voyez une femme qui aurait été coiffeuse? Ça m'évoque effectivement une de mes tantes. On m'a dit qu'elle était coiffeuse. D'accord. Et elle se prénomme comment? Oui. C'est la vie. D'accord. Très bien. Elle est toujours en vie? Oui. D'accord. Alors, elle a une fille.
Bon, bah écoutez, ça correspond pleinement, c'est incroyable. Très bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir, madame, merci. J'ai 95% de chance d'avoir retrouvé la bonne famille d'Annie. Notre intuition d'appeler cette cousine a été la bonne, et ça, c'est la grosse satisfaction, parce qu'elle nous permet de remplir toutes les cases de son histoire, et ça, c'est fabuleux. En un coup de téléphone, Fabrice a levé un secret vieux de 60 ans. Mais la mère et la sœur qu'Annie a recherchée pendant des années accepteront-elles de la rencontrer? Si certains ont une lueur d'espoir, d'autres vont de déception en déception. Salut! 16 ans après le départ de Christine, sa famille n'a plus aucune piste à exploiter. Et le temps presse, car la mère de la fratrie, âgée de 89 ans, a été hospitalisée à la suite d'un grave accident. Ça devient urgent d'avoir des nouvelles de Christine parce que pour maman. Je voudrais pas qu'elle parte sans qu'elle ait au moins une petite réponse à ces questions. Voilà. J'aimerais tellement qu'elle ait au moins une nouvelle, même si elle veut pas venir, juste, ou même un mot, une lettre, même si elle veut pas nous parler, ou même voilà. Ça serait bien. Leur tout dernier recours, une lettre qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux, dans l'espoir qu'elle soit repartagée dans toute la France et que Christine la lise. Qu'est-ce qu'on note? Peut-être déjà qu'elle nous manque. Ça veut savoir. Christine, si tu as le loisir de nous lire. Maman est très affaiblie. Oui. Il est urgent pour elle d'avoir des réponses ou un signe de ta part. Jusqu'à notre mort, on sera toujours dans le questionnement. Toujours. Et oui, ça, c'est terrible, mais ça, même si on essaye d'avancer, même si on baisse les bras ou quoi que ce soit, il y aura toujours cette question. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Après des années sans réponse, de nombreuses familles se résignent, tout en continuant à croire en un miracle. Publié. Voilà, c'est parti. 3 ans après la disparition inexpliquée de sa mère, Lorraine s'accroche à l'espoir de la revoir un jour et rêve de lui présenter sa fille. Et tu sais qu'on venait à la plage avec mamie? Mamie, elle adore la plage. Mamie, quand elle va te connaître, elle va vouloir faire plein de plages avec toi. L'enquête de police n'a toujours pas permis de résoudre l'affaire. Mais le détective missionné par Lorraine tient peut-être une piste. Bonjour. Ça va et vous? Elle le rejoint aujourd'hui dans le bureau de son avocate. Installez-vous, je vous en prie. Merci d'être venu en tout cas. Et on a hâte de savoir ce que vous avez pu trouver. Je vais vous montrer justement le profil potentiel de la guide de lumière. Très bien. Benoît est convaincu d'avoir identifié la guide de lumière que Nathalie a côtoyée avant de s'évaporer dans la nature. L'inquiétude étant que les publications que j'ai pu retrouver de cette personne-là et que votre maman a liké, même a adoré, on peut dire, voire a commenté, c'est des croyances qui sont reliées au phénomène des starseeds. Et donc la croyance des starseeds veut que ce sont des gens qui considèrent ne pas être des êtres humains, être une enveloppe physique, mais qui recueillent les âmes d'extraterrestres. Ces gens-là considèrent avoir la mission de guider l'humanité vers ce qu'ils appellent la 5D, la 5e dimension, qui est une dimension plus spirituelle pour que l'humanité soit plus éveillée. Ma mère parlait de beaucoup de choses, puisqu'elle était sur beaucoup elle partageait beaucoup de publications, mais c'est vrai que c'est des éléments qui sont pas anodins pour moi, là. Comme on parlait même d'extraterrestres, des discussions qu'elle avait déjà avec des membres de ma famille, là, de 5D, tout ça, c'est vrai que c'est des éléments qui m'étonnent pas, pour le coup. Le jour de la disparition de votre maman, il y a eu un événement qui est assez exceptionnel dans le milieu des réseaux sociaux. C'est que Facebook est tombé en panne et il n'est pas impossible que cet élément ait été un véritable déclencheur ce jour-là. Comme si elle était en attente d'un signe. Est-ce que c'est le moment où je dois accomplir ma mission de vie et quitter tous mes proches parce qu'ils sont en basse fréquence, y compris ma famille? C'est franchement pas impossible, c'est même une grosse hypothèse qui est nécessairement à vérifier.
Par rapport à cette personne, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant auprès de la police Est-ce qu'on peut... On va s'en saisir encore une fois et on va le relayer aux enquêteurs en charge de l'enquête via le juge d'instruction, hein, comme on l'a souvent fait. En même temps, on se dit qu'on peut s'approcher de quelque chose et en même temps, peut-être que Maître Prin va me dire que dans quelques semaines, non, cette personne n'a rien à voir avec l'histoire. Donc en fait, c'est retomber et se redire, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en fait, c'est très très épuisant psychologiquement. Et c'est de vivre constamment avec ça dans la tête. C'est de ne pas savoir si elle va bien. Si vous, à l'heure actuelle, on est en train de lui faire du mal et des fois, on culpabilise de tout, ne serait-ce que d'aller manger au restaurant, d'aller à la plage. Parce qu'on se dit, mais elle est où en fait? Ces nouvelles informations permettront-elles enfin de savoir où est Nathalie? Lorraine, elle, ne cessera jamais de la rechercher. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. En Corée du Sud, après 20 heures de vol avec sa femme et ses filles, Emmanuel est sur le point d'achever sa quête. Qui l'aurait cru, je reviendrai d'abord, dans mon pays d'origine, 2, et le plus important, de retrouver mon frère. C'est à Busan, la deuxième ville du pays, et là où ils ont été séparés, que les deux frères se sont donné rendez-vous. La dernière fois qu'ils se sont vus, ils n'étaient que des enfants. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, ça va? It's okay? Ok, 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 ok. Ça va le faire. Ça va le faire, tous les deux. Allez, on se serre. Allez, 50 ans. Ah ouais, 52 ans. Bon. J'adore. Ah. C'est trop mignon. Ouais. C'est trop beau. Je suis tellement heureux. Ça fait plus de 50 ans. Grâce à son frère, Emmanuel peut maintenant éclaircir les zones d'ombre de son passé. J'ai rêvé souvent de chemin de fer, que je posais des cailloux et je balançais des cailloux pour pouvoir dérailler le train. Est-ce que c'est un rêve ou ça s'est bien passé? Ce n'est pas un rêve. Quand nous étions petits, toutes les heures, nous allions sur les rails pour essayer de faire dérailler le train. On posait les cailloux et on observait de loin les trains qui passaient. Évidemment, ils sont passés sans problème. J'espère qu'on va faire d'autres souvenirs avec toi. On va créer d'autres souvenirs ensemble, en espérant qu'on vive ensemble assez longtemps. Les deux frères ont déjà prévu de se revoir en France dans quelques mois. Désormais, rien ne pourra les séparer. Retrouver un proche permet parfois de lever le voile sur des décennies d'interrogations. Annie a rendez-vous avec Fabrice à Nantes. Il doit lui révéler les résultats de ses recherches. Bon, vous vous sentez comment, Annie? Un peu stressée. J'imagine, la nuit a été longue. Très. Je peux vous dire déjà qu'on a la quasi-certitude maintenant d'avoir identifié votre mère biologique, qui s'appellerait Davy. Ça vous fait quoi d'avoir un nom comme ça, déjà? Je peux pas vous répondre. Oui. C'est du concret, en tout cas. Les choses se concrétisent. La mère biologique d'Annie, qui a reconnu l'abandon, ne souhaite pas la rencontrer pour le moment. Mais Fabrice a une bonne nouvelle. Il y a donc une Annie qui est née 2 ans avant vous, 1 an et demi exactement devant vous, en 1959, qui serait votre sœur. Vous avez retrouvé ma sœur. C'est tant d'années de recherche, l'aboutissement, j'y croyais pas. Il y avait les informations dans mon dossier étaient tellement maigres que je pensais vraiment pas que Fabrice allait arriver à ce résultat. C'est incroyable, c'est incroyable.
J'ai le plaisir de vous dire que Annie veut vous rencontrer aujourd'hui. Oh, merci Fabrice. Je vous en prie. Oh là 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 là. Je vais donc voir ma sœur aujourd'hui. C'est ça. Aïe aïe aïe. Exactement. C'est formidable. Cette sœur, qu'elle a recherchée toute sa vie, l'attend à quelques pas d'ici. Cette femme a fait un test ADN. Leur lien de sang ne fait plus aucun doute. Si elles n'ont pas le même père, elles ont bien la même mère. Mais qu'est-ce qu'on se ressent? Oui, on se ressent, ouais. J'ai appris ça récemment. Ah ouais. Et franchement, moi je ne croyais pas que je vienne. Par un heureux hasard, les deux sœurs portent le même prénom. Annie, tu t'appelles Annie? Je m'appelle Annie. Et tu t'appelles Annie. Non, mais c'est fou. Oh, mais qu'est-ce que je suis heureuse, mais qu'est-ce que je suis heureuse. Oh là là. Qu'est-ce que je suis heureuse. J'ai rêvé d'avoir une grande sœur. Oh là 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 là. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur. Bah, moi aussi, je l'ai. Moi aussi. La mère biologique des deux femmes refuse de donner l'identité du père de celle qu'elle a abandonnée. Oh là. Quel bruit sympathique. Mais Annie garde l'espoir qu'un jour, elle rencontrera celle qui lui a donné la vie. En attendant, elle savoure cette fin heureuse. À nos retrouvailles. Chine. Qui a rattrapé le temps perdu, mesdames. Oui. Chine, ma sœur. Chine, à nos retrouvailles. Bernard. On peut pas poser les verres.